Le football est un sport spectaculaire, un sport qui soulève les foules, un sport qui procure aux athlètes qui le pratiquent des sensations extraordinaires. Montée d'adrénaline, victoire, reconnaissance du public forment toutefois un écran qui cache la violence des chocs et la gravité des blessures qui en découlent. Blessures qui mènent souvent à des retraites hâtives. Ces gladiateurs des temps modernes voient aussi leur espérance de vie écourtée. Le football, toute profession confondue, est celle où on meurt le plus jeune en Amérique du Nord. Bruno Eppel, le numéro 33 des Alouettes de Montréal, occupe la position de centre-arrière. Footballeur professionnel depuis 1997, cet athlète de 32 ans a déjà récolté son lot de blessures. Combien qu'on a de temps pour l'entrevue aujourd'hui? 20 minutes, 30 minutes? C'est assez long, mais ça part de la tête et ça finit au pied. En gros, j'ai eu des commotions, évidemment, j'en ai eu 2 ou 3 que je me rappelle. J'ai eu aussi une opération à l'épaule, une subluxation de la clavicule, dislocation du pouce, opération au poignet gauche, opération au pouce gauche, où je me suis fait rattacher des ligaments. Je me suis fait reconstruire le genou droit. Je me suis fait faire une arthroscopie au genou gauche. Je me suis foulé les 2 chevilles. Je me suis disloqué l'orteil de gauche, puis je me suis cassé le pied droit. Je pense que j'ai rien oublié. Ça ressemble à ça. J'ai joué 11 ans au football. 0 touché dans ma vie. J'ai jamais touché à ça. L'ailier défensif Gabriel Grégoire a pris sa retraite en 1982. Après ma carrière, j'ai perdu du cartilage dans le genou. Je me suis fait opérer. J'ai 4 hernies cervicales, dont 2 extrêmement sévères. Ce qui me cause, là, je viens d'atteindre 50 ans, ce qui cause beaucoup d'arthrite, beaucoup de maux de tête, beaucoup d'encourdissement. Sauf que moi, j'ai comme une tolérance à toujours vivre avec ça. Mais constamment, j'ai des maux de tête et des engourdissements. Pierre Vercheval a joué son 200e match de football en 2001 lors de sa dernière saison avec les Alouettes. Moi, je regarde mes 3 dernières années au football. J'ai eu une chirurgie après chaque année. Bon, ça a été le dos, ça a été l'épaule, ça a été le coude. J'avais un doigt foulé. NC Charles a joué 9 ans à la défense dans la Ligue canadienne de football. J'ai eu 2 fractures, fémur, puis le tibia du côté droit. J'ai encore des vis, j'ai une grosse cicatrice. J'ai des éclats d'os dans le cou. J'ai une fracture de stress au niveau de ma colonne. Pierre Dumont a été secondaire pour les Alouettes dans les années 60. Oh, la liste est longue. Les blessures, là, j'en ai eu plusieurs, surtout au niveau des genoux, mais c'est normal au football, hein, la majorité des blessures arrivent au bas du corps. J'ai eu 3 opérations sur mon genou gauche, 4 sur le genou droit. Là, je viens tout juste d'avoir un remplacement de genou sur le genou droit. Et je suis cédulé après la coupe gris pour une transplantation de genou du côté gauche. Moi, à mon époque, à 5 000 $ par année, avoir su que j'aurais eu des problèmes de genoux de main, jamais, mais jamais, j'aurais joué au football. Vincent Lacroix est le médecin attitré aux Alouettes de Montréal depuis 1997. On parle souvent de violence dans le sport du football. Ce qui fait que le football est un sport violent, c'est tout simplement une question de physique. On a des grandes masses qui sont ces êtres humains-là qui sont souvent à gabarit impressionnant, qui vont arriver à s'accélérer à une bonne accélération sur des très courtes distances et se rentrer dedans avec une force qui va être très grande, ce qui fait des impacts violents. J'avais déjà entendu qu'un bon plaqué, là, c'était un peu comme une personne qui était dans un face-à-face d'un accident d'auto, là, puis que les voitures roulaient à 50 km/h. Donc, je peux juste m'imaginer, il y a des joueurs de football qui font des face-à-face à tous les matchs. Oh, il s'est relevé, mais il a l'air sonné. Des fois, on les voit tomber, on fait un ouf, un ouf. La façon qu'ils tombent, hein, ils tombent mal des fois, puis souvent, hein, quand on les regarde, ça fait ouf. Ouf, ça te fait mal, ça. Parce que le football est un sport violent. Par définition, le football, c'est un sport de contact. Hein? Vous avez du contact sur tous les jeux. Et c'est un sport où tu n'as pas le choix, tu peux pas éviter le contact. Tout est en mouvement autour de toi. Hein? Fait que si tu te retrouves dans une situation où tu n'es pas dans une position pour recevoir un contact, mais c'est sûr que ce ne sera pas long que quelqu'un va te contacter. Ça, c'est évident parce que c'est le but du jeu.
dire, une fois que tu as le ballon, tout le monde veut t'arracher la tête, tout le monde veut venir te plaquer, tout le monde va arrêter ton élan. Tout ce que je veux, moi, c'est de rabattre le corps arrière à terre. Puis, je peux dire une chose, c'est qu'il y a des fois, j'ai été placé dans des situations, j'ai vraiment fait mal au gars. C'est plus difficile pour moi, justement, de m'asseoir là puis de relaxer pendant 2 heures parce que la personne qui joue, c'est mon chum, c'est le père de mes enfants, puis les autres, ils veulent faire leur job comme il faut, fait que... ils se rentrent dedans, tu sais. Les nombreux contacts au football peuvent évidemment créer des blessures graves. Afin de les éviter, il faut savoir comment bien encaisser les coups. Pour Bruno Eppel, cela s'apprend dès le jeune âge. Maintenant, on va apprendre comment prendre un contact. OK? Go, 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 go! Pompe les jeunes! Aujourd'hui, c'est les camps des jeunes Alouettes. On a des jeunes dans 7 et 12 ans cette semaine. C'est un camp où il y a des contacts. Donc, on travaille aussi des drills où on apprend aux jeunes comment prendre un contact avec son épaule. Go! C'est comme ça. Tu vas te faire tuer. Si quelqu'un a le moindrement le réflexe d'avoir un peu peur, quand quelqu'un s'en va vers lui, il va avoir le réflexe de baisser sa tête comme un bouc. Et puis, on n'a pas la colonne cervicale d'un bouc. Fait qu'il faut faire attention. Parce que si on descend nos yeux et on fait avec notre tête, c'est très dangereux pour le coup. OK? Ça va faire mal, je te le dis. Il y a du monde qui sont restés paralysés parce qu'ils font ça. Quand on frappe, on regarde ce qu'on frappe. Parce que si tu sais pas ça, ça donne rien que je te montre rien d'autre avant de commencer. Parce que tant que tu sauras pas ça, ta vie va être en danger. Good job! Les experts du domaine médical s'accordent pour dire que les joueurs de football vivront des retraites difficiles. Selon une étude menée à l'Université Ball State aux États-Unis, plus du tiers des joueurs de la Ligue nationale de football, la prestigieuse NFL, ont dû mettre un terme à leur carrière en raison de blessures et la moitié de ces retraités affirment souffrir de séquelles permanentes attribuables justement aux coups encaissés tout au long de leur carrière. Une fois ma carrière terminée, j'ai pas eu les effets immédiatement. Ça a pris quand même du temps. Je m'apercevais que, rendu à 40, 42, 43 ans, que c'était de plus en plus difficile, tu sais. Je vais avoir 40 ans, là, donc c'est sûr que je m'attends à ce qu'il y ait des bobos qui vont sortir, tu sais, de l'usure. Peut-être que plus tard, ça va me faire encore plus mal, je sais pas. J'ai tout le temps mal au dos, mais qu'est-ce que c'est la beauté du sport. Ceux que je vois qui ont des problèmes, c'est souvent leurs genoux. Peter de la Riva, il a des problèmes de genoux. Pierre Dumont, des problèmes de genoux. À part des genoux, des opérations aux genoux, j'ai eu des problèmes au niveau du dos, lombaire. J'ai eu je sais pas combien d'infiltrations de cortisone dans le dos, dans les épaules, dans le coude, tu sais. Le docteur m'a dit une fois, il dit, on va arrêter de te donner de la cortisone parce que c'est pas bon pour le corps non plus, tu sais. Donc, c'est pas facile, tu sais. Tu regardes les vieux joueurs, puis des joueurs qui ont été des joueurs de temps de la renommée, ou peu importe, des grands joueurs de l'époque. Puis c'est presque triste de les voir. C'est des gars, c'est des personnes qui coachent notre équipe, puis ils marchent vraiment, ils ont des petites jambes maigres avec des genoux enflés, puis des jambes croches, les mains croches, les doigts croches. Vraiment, ils ont l'air, ils ont une cinquantaine d'années, puis ils ont l'air vraiment de 65 ans. Fait que c'est sûr qu'il y a des séquelles. Quand t'as plus de cartilage, tu cours pas, je peux juste marcher. J'ai plus de coups, je peux plus plonger, je peux plus nager. Regarde, c'est tout barré, ça, là, cette affaire-là. Les premiers pas que je fais le matin, là, hein, je glisse les pieds sur le tapis. Hein, je lève pas mes pieds. On dirait que je patine, tu sais. Et ma femme me dit toujours, arrête de patiner, tu sais. Mais c'est normal, là, ça me prend du temps à me réchauffer. Puis au bout de peut-être 20 minutes, là, je peux marcher normalement. Moi, j'ai appris à vivre avec ma souffrance. Je suis dur sur mon corps et c'est devenu une habitude pour moi d'avoir mal. C'est des joueurs qui sont très durs sur leur corps. Ils s'entraînent beaucoup. En plus, ils se blessent beaucoup. Fait qu'on parle de réhabilitation, traitement, opération. Aussitôt qu'on se fait opérer, que ce soit un joueur de football ou que ce soit monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr que dans une couple d'années ou plus tard, lorsqu'on est plus âgé, on le sent plus. On est plus sensible à ces régions-là. Fait qu'imaginez les athlètes. Ils sont plus sensibles de partout, parce qu'ils sont faits mal un petit peu partout. On s'imagine que la médecine là, va tout arranger, tôt ou tard, tu sais. Mais, tu sais, quand l'arthrose, l'arthrite, puis tout ça, ça commence à prendre vie.
d'énergie dans ton corps, là, hein? C'est très difficile. Tu veux que je continue moi, là? Bruno, il y a un petit peu d'arthrose au niveau du genou. Puis là, il y a environ 2 semaines, il s'est fait opérer par un scope. On peut même voir encore un petit peu les trous qui restent. Ça a vraiment été bien fait. On peut voir un trou ici. Il y a quand même des raideurs, des affaires qui marchent pas dans mon genou. Fait que j'ai rappelé Claude, j'ai dit là, faut que je te voie avant que le camp commence pour régler tous ces petits problèmes-là, pour être sûr d'avoir les meilleurs genoux possibles avant le camp. Quand j'arrive ici, là. Le lendemain matin, souvent des matchs très physiques ou des matchs, le deuxième match que tu as, mettons, ou le troisième match en 13 jours, là, c'est de plus en plus difficile de descendre des marches le matin. Bruno, le lendemain d'un match, il descend de côté, lentement. Parce qu'il y a mal un petit peu partout. T'as juste mal partout. C'est un mal d'os qu'on appelle. C'est des courbatures musculaires, mais à grandeur. T'sais, tu bouges ta cheville, t'as mal à la cheville. Tu bouges ton épaule, t'as mal à ton épaule. T'as juste mal partout. On dirait là, que tu t'es fait passer dessus par un 10 roues. C'est la sensation que tu peux avoir. Là. Tout l'entraînement qu'un joueur de football va avoir à subir, c'est ça qui va causer tous ces déséquilibres au niveau articulaire, au niveau musculaire. C'est ça qui va causer vraiment ces problèmes. On a l'impression des fois que les joueurs de football font seulement que jouer leur match, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 5 pratiques dans la semaine et puis que quand la saison finit, là, tu as 4 entraînements de musculation, tu as des périodes d'1 heure ou de 2 heures de course. Ensuite de ça, tu fais du jogging pour te mettre en forme. Tout ça, c'est beaucoup là, de pounding sur tes genoux. Beaucoup d'usure qui est causée par la répétition. La répétition des exercices, le contact, tu sais, qui fait que ton corps, à la longue, peut en prendre, tu sais. Est-ce que je pense des fois que ça va me coûter cher à long terme? Oui, probablement, mais moi, je trouve que le jeu vaut la chandelle, là, comme on dit. Ça va m'arriver, ça m'arrivera quand ça arrivera. Si j'ai des moins bons genoux à l'âge de 50 ans, j'en aurai des moins bons, mais c'est trop le fun pour s'arrêter à penser à ça. Là. Le grand porteur de ballon, Earl Campbell, vedette du football américain dans les années 70 et 80, connaît maintenant l'envers de la médaille. Il se déplace avec l'aide d'une chaise roulante, même s'il a seulement 49 ans. Cet homme-là, maintenant, souffre de grandes quantités d'arthrite dans ses genoux, malheureusement. Ça a probablement eu rapport beaucoup avec son gabarit, mais aussi avec le type de football qu'il a pratiqué. C'était un des meilleurs, mais il y avait un style particulier. C'était pas le genre de gars qui contournait le défenseur, c'était le genre de gars qui passait à travers le défenseur. Donc, lui, de par son style très robuste, a fait payer le prix à ceux qui venaient le plaquer, mais en même temps, son corps, écoute, mangeait des coups incroyables. Là. Calvillo qui trouve son receveur qui est Bruno Eiffel qui est au 40. Je pense pas qu'on pense au risque. Là. Quand on joue au football, on pense au thrill, on pense à la passion qu'on a de jouer le sport, on pense au bonheur qu'on a de jouer pour gagner notre vie. Souvent, les personnes se posent la question, pourquoi il continue? Il s'est blessé l'année passée, puis il peut faire d'autres choses. Pourquoi il continue? C'est parce qu'il aime ça, il adore ça, il en mange. Sortir sur un terrain de football, puis voir 20 000 spectateurs qui sont là pour te voir jouer, là, ça doit être formidable, ça doit être incroyable comme feeling. Après la pause, des joueurs de football qui meurent prématurément. Cette semaine, au Mardi Dangereux, à 20h, apprenez à vous défendre contre les arnaques de voyage à piège à touristes. Puis, à 21h, découvrez ce qui rend les intersections si dangereuses à Carrefour Mortel. Soyez au rendez-vous mardi soir dès 20h à Canal D. Le freestyle a une transmission intégrale. De la place pour 7. Et une structure de sécurité space brevetée. Il est sécuritaire, performant et très polyvalent. Le tout nouveau Ford Freestyle. On pense polyvalence pour que vous pensiez à Ford. Ford, bien pensé. Hilio! Va falloir que je te montre de quel bois je me chauffe. Je pense que c'est de l'érable, mon oncle. Attention. Tu vois? Ouais.
Viens, je vais te montrer que l'érable, c'est un goût qui se prend mieux avec des Muslix. Découvrez les nouvelles céréales Muslix. Érable, noix et raisins secs. Un savoureux mélange de Kellogg's. Puis, ça te réconcilie avec les érables? Ouais. Parfait. Il reste pas mal de boulot. Je pense que j'aime mieux le goût de l'érable, moi. Pour une histoire ce soir. Redécouvrez Marie-Denise Pelletier avec son nouvel album « Ses plus belles chansons ». Un album compilation comprenant 17 de ses plus grands succès, dont une chanson inédite, « Dis-moi ce qui ne va pas ». Dis-moi ce qui ne va pas. L'album de Marie-Denise Pelletier, « Ses plus belles chansons », en vente dès maintenant. Le mal de dos. Ça peut affecter plus que votre dos. Le nouveau Robax Platine, une combinaison spéciale de 2 ingrédients actifs. L'un soulage la douleur, l'autre relâche les muscles tendus de votre dos. Le nouveau Robax Platine aide à vous remettre sur pied. Allez debout, réveillez-vous, bande de flambeaux! Vous êtes, messieurs, la relève de la nouvelle ère de la gomme extra! Vous allez donner votre 110%, bande de fidéants! Souvenez-vous, les meuviettes, vous êtes extra! Et vous êtes faites pour durer plus longtemps que jamais! Extra, la gomme qui ne lâche jamais. Alors, que ferez-vous? Tirez l'envers! Et comment le ferez-vous? La petite dans laquelle on se sent comme dans une grande. L'Eco Berline 2005. Wow. Profitez d'un taux de financement du tonnerre chez votre concessionnaire Toyota. C'est comme ça. Moi que j'aime ça, il peut pas y avoir mieux que ça. Votre quotidien vous ennuie? Regardez-le autrement et découvrez la vie secrète des objets de la vie de tous les jours. Saviez-vous que c'est grâce aux astronautes si les bébés ont de meilleures couches? Que pour nous éclairer, nous avons mis au point 30 000 sortes d'ampoules différentes. Qu'il faut près de 4 ans de recherche et 5 000 personnes pour mettre au point un soulier de sport, que vous dormez tous les soirs avec des millions d'acariens et que vous échangez 3000 bactéries lors d'un baiser. Ça vous surprend? Imaginez la suite. Fallait y penser. Mercredi, 20h. Les dommages physiques permanents ne sont plus la seule source d'inquiétude pour les joueurs de football professionnels. Selon un sondage mené par le quotidien américain Atlanta Constitution, 60% des joueurs qui évoluaient dans la NFL estimaient que la pratique de leur sport allait réduire leur vie d'une période minimale de 10 ans. Selon plusieurs études, l'espérance de vie des joueurs maintenant à la retraite dépasse à peine la barre des 55 ans. Puis encore, un joueur de football sur 3 risque de mourir avant l'âge prématuré de 47 ans. C'est sûr que c'est tes parents de savoir ça, que mon chum il va avoir de fortes chances de mourir avant quelqu'un qui a joué au golf. Il aurait-tu joué au golf? Il y a des statistiques surtout, il y a des études surtout. Est-ce que tu vas changer ta vie à chaque fois qu'il y a une nouvelle étude de fait? Je suis pas ce genre de gars-là pantoute. Il y a une statistique qui dit qu'il y a plus de monde qui se font frapper quand ils traversent la rue que quand ils traversent ceux qui ne traversent pas les rues. Mais moi, pour vivre, il faut que je traverse la rue, je vais la traverser pareil. Entre 1960 et 1989, 80 anciens joueurs de la NFL sont décédés de causes diverses. Leur moyenne d'âge, 38 ans. Le danger que je vois, moi, parce qu'on parle de décès, c'est les gars qui ont un surplus de poids. C'est des gars de 300 livres et plus, là, eux autres sont dans une position difficile. Les joueurs de ligne offensive et défensive, eux, ont des gabarits très imposants. Ces gens-là, qui souvent sont obèses, même lorsqu'ils jouent, et non pas seulement à la retraite, mais lorsqu'ils jouent, sont à risque de mourir de maladies cardiovasculaires. Je peux pas dire qu'un gars qui paye 340 livres, c'est un athlète. J'ai de la misère à voir ça, moi. Tu sais? Un athlète, pour moi, ça devrait être capable de courir un demi-mille sans s'écraser à terre. Mais il ne demande pas un gars de 340 livres de courir un demi-mille. Il n'est pas capable. C'est impossible. Pierre Vercheval était lui-même un joueur de ligne. C'est ça que je trouve ça un petit peu inquiétant.
Par contre, j'essaie de mettre les chances de mon côté. Je m'entraîne encore, je m'étire encore, je vais au gymnase assez régulièrement. Donc, je m'aperçois qu'il faut continuer à bouger. Ça, j'ai pas le choix. Les quarts arrière sont également à risque. Troy Aikman des Cowboys de Dallas et Steve Young des 49ers de San Francisco ont dû mettre fin à leur carrière à cause de commotions cérébrales. Un carrière qui se fait ramasser par un ailier défensif de 300 livres qui s'en vient 290 à pleine vitesse, là, hein? Pas facile, tu sais. Il peut y avoir beaucoup de coups qu'on appelle de casse à casse avec un joueur qui frappe avec la tête en premier. Puis ça, c'est un grand risque de commotion cérébrale. Pascal Trudeau a joué comme quart arrière au football collégial américain et universitaire canadien. J'ai eu peut-être une ou deux commotions cérébrales, puis ça s'est arrivé à... Je veux dire, ça c'est des bons hits. Mettons, tu viens pour te pencher, puis un linebacker qui est plus physique que toi, plus gros que toi. Je veux dire, là, tu le ressens pendant 2 à 3 jours. Puis des fois, t'es dans face du corps arrière. Puis le corps arrière, il est de même en train de faire sa passe. Puis toi, t'arrives à 250 avec une vélocité. Tu y rentres en pleine face. Puis moi, j'avais toujours un maudit plaqué. Je me servais de mon avant-bras. Puis je te sacrais ça dans le casse tout le temps. Puis tu sais, puis je sais que ça faisait mal, mais je plaquais de même. Ça fait mal, là. C'est des choses que, je veux dire, c'est partie du métier. Tous ceux qui doivent courir avec le ballon, puis que ça fait, mettons, tu sais, ils ont un bon élan. Puis ceux qui viennent les rencontrer, eux aussi, ont un bon élan. C'est là que les impacts sont vraiment, vraiment, vraiment forts. Puis ça, on les entend. Des fois, on est même les gens dans les gradins, ils vont entendre, là, parce que c'est la matière des équipements, c'est du plastique, le fil de verre, puis tu entends l'impact dans les gradins. Donc, c'est assez violent de ce côté-là. Lorsqu'on regarde les statistiques, que notre centre arrière, le porteur de ballon, est celui qui a un gabarit habituellement un peu plus petit que les joueurs de ligne qui l'affrontent régulièrement, essai après essai. Donc, ce joueur-là se fait frapper par des joueurs qui souvent pèsent 50, 60 kilos de plus que lui. Et il doit se relever à chaque fois pour reprendre le ballon et faire la même chose. Donc, ce joueur-là, le porteur de ballon, est très à risque. Et c'est Calvéo qui a son receveur. Vincent! C'est Bruno Épine au 30! Tu vas te faire mal, mais vu que tu as fait une belle course, tu te relèves puis tu n'as pas mal. Mais tu t'es blessé quand même. Puis là, tu vas continuer à jouer, puis c'est souvent après le match que tu vas réaliser que tu t'es blessé au genou, que tu as les mains toutes enflées ou un doigt foulé ou des pouces foulés. Les porteurs de ballon se font mutiler à la limite. Les porteurs de ballon sont souvent les joueurs qui ont la longévité de carrière la plus courte. Après 7-8 saisons, souvent, un porteur de ballon va beaucoup diminuer, ralentir. C'est parce que juste parce qu'il peut avoir 30 ans puis il a un corps de 35-40 ans. Au football, il n'y a pas seulement que les matchs. En plus de la saison régulière qui s'échelonne sur 18 parties, les joueurs sont soumis à de nombreux entraînements. Des entraînements qui, souvent, sont exténuants. Surtout le début de cet entraînement, où il y a des gros nombres de joueurs à couper rapidement. Les 5 premiers jours, on n'aura pas de break. C'est 5 jours, puis c'est intense, puis c'est rapide, puis ça n'arrête pas. Puis c'est 2 pratiques, il n'y a pas de break. C'est comme ça. Puis il y en a qui lâchent. Puis tu passes à travers ces 5, 6, 7 jours-là, après ça, là, ça commence à se laquer. Parce que dans le Matthews, il a trouvé son vrai monde. Il a trouvé le monde qu'il voulait avoir avec lui pendant la guerre. L'entraîneur-chef Don Matthews a servi 3 ans dans la marine américaine. Il a appris le football à la dure. Les gens qui pratiquent ce sport-là, je crois, ont une attitude un peu militaire. Leur entraînement est militaire. Ils ont grandi souvent dans une culture qui demandait qu'un ancien militaire soit leur entraîneur dans les années 20, les années 30. Et c'est resté, je crois. Notre coach Don Matthews, c'est notre général, ça, je te le jure. Puis on est ses guerriers, ça, c'est garanti. Pierre Dumont garde un mauvais souvenir de ses camps d'entraînement. Traités comme des bêtes. On n'avait jamais de l'eau à boire. Puis je me souviens d'un joueur qui s'est écrasé, puis à côté de lui, il y avait une flaque d'eau. Je crois ou non, là, hein, c'était comme de la boue. Il est allé chercher de l'eau dans sa main pour mettre sa langue. Puis l'entraîneur, il criait « Get going, lève-toi, continue à courir, tu sais. » C'est pas un club med, c'est assez long. C'est environ 4-5 semaines. On pratique à 8 h le matin jusqu'à 9 h 30 le soir. Donc, c'est la partie, le mois de l'année où c'est
c'est désagréable. Il n'y a pas un joueur qui aime ça. Manger des coups, là, t'es pas habitué. Ça fait 6 mois que t'en as pas donné ou que t'en as pas reçu. Alors, c'est ça qui est plus dur dans un camp d'entraînement. Musculairement, là, les contacts, se rentrer dedans comme ça à journée longue, le corps humain n'est pas vraiment fait pour ça. Là. Non, les entraînements, ça me manque pas. Au contraire, quand je viens au camp d'entraînement, ça vient juste confirmer que je suis content d'avoir pris ma retraite et d'avoir passé à d'autres choses. Comme l'affirmait l'ancien joueur de ligne défensive des Chiefs de Kansas City, Jim Nicholson, les joueurs de football sont entraînés pendant des années comme des tueurs, entraînés pour faire mal à l'adversaire. Si on sort Russ Jackson, on s'entend bien, sortir, ça veut dire si on blesse Russ Jackson au premier quart, on a un boni de 250 $. Il y a des fois, j'ai été placé dans des situations, j'ai vraiment fait mal au gars. Parce que c'était ma job. Moi, je me rappelle quand j'ai coaché il y a 2 ans, on avait Yves Hercule. Je veux dire, lui, il était renommé. C'était un gars, un gros joueur quand même. Je veux dire, quand il y avait des passes qui étaient captées, bien, lui, il était là pour les faire payer. Fait qu'après ça, les joueurs dans le milieu, ils n'allaient pas. Ils allaient attraper les ballons, ils entendaient des pas. Oups, tu sais qu'ils vont se faire frapper fort, mais justement, ils n'allaient pas. Ça, c'est un message. Puis, je veux dire, encore là, c'est ce qu'on apprend beaucoup aux joueurs. Quand il est là dans les airs, hop, tu le frappes, il ne reviendra pas. Les coups vicieux, oui, ça existe. Moi, je suis fracturé le fémur. Puis ça, c'était vraiment un coup cochon. C'est un joueur qui m'a fait un genre de... On appelle ça en termes de football, un chop block. Il m'a fauché avec son casque. Le casque de football est peut-être l'arme numéro 1 d'un joueur. Souvent, on frappe avec la tête, puis on essaie de blesser avec la tête. Ça peut arriver que quelqu'un te rentre dans les genoux et qu'il n'a pas fait exprès. Ou que pour faire le jeu, il fallait qu'il te rentre dans les genoux. Le gars a le droit d'essayer de faire le jeu. Là. Tu peux pas le blâmer d'avoir essayé de faire le jeu pour garder son emploi. Est-ce que ça a une chance de le blesser plus si tu rentres dans les genoux que si tu rentres en haut? Oui. Mais des fois, il n'y a peut-être pas le choix de rentrer là. Les coups les plus violents, les plus dangereux, d'après moi, c'est vraiment les coups qu'on appelle les blind side, l'angle mort. On ne voit pas arriver, puis on peut recevoir un coup sur la tempe ou en arrière de la tête. Quand quelqu'un a un blind shot sur toi, là, une shot de côté que tu ne vois pas venir puis tu te fais exploser, ça, tout le monde, c'est le rêve à tout le monde de faire ça. Après la pause, une violence plus insidieuse encore, celle des produits dopants. Cette semaine à Fou du risque, les Jacques Villeneuve, Michael Schumacher et autres y ont fait école. Le karting, des petits bolides qui peuvent aller vite et mener loin. Fou du risque, ce soir, 21h. On a souvent dit de la Honda Odyssey qu'elle était la meilleure de sa catégorie. Autant de raisons de retourner à la case départ et de la rendre plus puissante avec un avant-gardiste moteur V6 de 255 chevaux. Plus spacieuse, avec de l'espace pour 8. Et plus intelligente que jamais. Voici la toute nouvelle Honda Odyssey. Une excellente idée, perfectionnée. Dernier appel pour le vol AC-2455. Présentez-vous à la porte 4. On vous offre des bas tarifs de tous les jours pour plus de villes au Canada que toute autre compagnie aérienne. Des tarifs tellement bas que tout le monde peut s'envoler. Madame Bergeron. Ça fait plaisir. Excuse. Il n'a pas mis de pneus d'hiver. Heureusement, j'ai fait poser mes pneus d'hiver nordiques de Motomaster seulement chez Canadian Tire. Le nordique a été conçu pour l'hiver seulement, sans compromis pour les autres saisons. Son design conçu pour améliorer la traction présente jusqu'à 2 fois plus de rainures latérales qu'un pneu toute saison populaire. Voyez la différence quand on freine sur la neige. À 60 km/h, les pneus d'hiver nordiques arrêtent 4 mètres plus tôt que les pneus toute saison.
Et en freinant sur la glace, ils arrêtent 9 mètres plus tôt que les pneus toute saison. J'ai vu la différence quand je les ai posés. Assurez la sécurité de votre famille avec les pneus d'hiver Nordic. En solde à compter de 39,99 chacun. Et pour protéger vos jantes, pensez à les remplacer par des jantes d'hiver aussi en solde à compter de 39,99 chacune. Ça, c'est différent. Et à faire seulement chez Canadian Tire. Je commence avec toi. On est tous égoïstes. L'égoïsme commence à 12 995 $. Les joueurs de football au Canada risquent leur santé pour des salaires souvent ordinaires. En 2001, le salaire moyen dans la Ligue canadienne de football s'établissait à 47 000 $ canadiens, comparativement à 1,1 million de dollars américains dans la NFL aux États-Unis. Et pourtant, le jeu n'en est pas moins dangereux dans la Ligue canadienne. La Ligue canadienne est probablement un peu plus dangereuse parce qu'il y a 18 matchs au lieu de 16. Ça, c'est 2 matchs de plus. Les cédules sont un petit peu ridicules par bout. Des fois, on va voir des équipes jouer 2 matchs en 5 jours avec du voyagement dans ça. Il y a une semaine, on a joué 3 matchs dans une semaine, pratiquement. 3 matchs en 14 jours, quelque chose comme ça. C'est des cédules de fou. Ça, je trouvais ça dangereux. Parce que tu n'as même pas le temps. Des fois, tu as encore mal la game avant. Tu es dans la période d'échauffement. J'ai même pas encore eu la chance de récupérer de l'autre match, que je dois déjà jouer un match. Et là, tu en as un autre dans 4 jours. Des fois, ça arrive, l'horaire est complètement... C'est fou. Ça, je trouve que c'est dangereux. Ça devrait être amélioré. Il devrait trouver une façon là, que ça n'arrive jamais. Un autre élément à améliorer pour la sécurité des joueurs au football canadien serait la surface de jeu. Dans les Canadiens, tu as plus de gazon artificiel. C'est du béton, c'est un tout petit coussin, puis c'est du tapis. C'est connu, là, la surface synthétique est la surface la plus dangereuse pour les blessures. C'est pour ça qu'ils essaient de l'éliminer tranquillement. J'ai tellement vu des joueurs qui n'avaient pas un chat à côté d'eux. Les gars, changement de direction, pouf, le genou éclatait. Ligament déchiré, reconstruction du genou, juste parce qu'il avait planté son pied et l'adhérence était tellement forte que le corps allait du côté où c'est qu'il voulait aller, mais le genou, lui, le pied restait collé sur le tapis. Donc, les ligaments complètement déchirés d'un genou. J'ai vu des carrières de football se terminer comme ça. Dans la Ligue canadienne de football, il y a encore certains endroits que je considère en tant que médecin d'équipe être dangereux pour la pratique du sport. Je pense aux lignes de côté, par exemple, de certains stades dans notre ligue où les murets et où les estrades débutent très, très proches des lignes de côté. Ou encore où les tapis ont des coutures très apparentes et où les joueurs peuvent se blesser une cheville ou un pied très facilement. En juillet 1991, le célèbre joueur de ligne défensive des Raiders d'Oakland, Lyle Alzado, y allait d'un blitz aux dépens du football avec une déclaration choc. Alzado, qui se mourait d'un cancer du cerveau à l'âge de 42 ans, confessait avoir consommé stéroïdes et hormones de croissance pendant 20 ans. Quelques années plus tard, le légendaire Walter Payton, porteur de ballon des Bears de Chicago, mourait d'un cancer du foie. Il n'avait que 45 ans. Il est très possible, voire même prouvé en laboratoire, qu'il y a un lien entre les stéroïdes anabolisants et certains cancers, comme le cancer du foie. Il y a toujours des effets secondaires. Ça peut être des cancers, ça peut être des problèmes cardiaques, ça peut être des débalancements hormonaux, ça peut être de l'agressivité, ça peut être de l'acné. Évidemment, avec les anti-estrogènes, on peut parler d'embolie pulmonaire avec ces produits-là. C'est des produits extrêmement dangereux. Je vois difficilement comment décrire des effets secondaires qui peuvent être pires. Les joueurs sont conscients que c'est néfaste, mais sauf que tu vis pour le moment présent. Peu importe ce qui peut t'arriver dans 10 ans, là, tu t'en fiches, tu t'en fous, parce que c'est rendu une passion. Là. Selon le footballeur américain Lyle Alzado, 90% de ses coéquipiers consommaient des stéroïdes. C'est la plus grande violence qu'il n'y a pas. Parce que là, tu te dis, moi, je veux faire un sport, mais si j'en prends pas, je ferai pas l'équipe. Au football américain, la différence entre un gars qui pèse 20 livres de plus, qui fait 5 répétitions de plus au développé couché,
qui fait 2 dixièmes de plus vite sur un 40 verges au sprint, fait en sorte qu'il va faire des millions de dollars de plus. Moi, j'ai eu la chance, je suis né à 6 pieds, 230 livres. Fait que c'est bien correct, je suis chanceux de même. Mais quelqu'un que son rêve dans la vie, c'était d'être porteur de ballon, puis qu'il était plus petit, puis qu'à un moment donné, il a peut-être utilisé des produits pour se rendre là. Je suis qui pour juger? Ce n'est pas mon rôle que de le juger. Mon rôle, c'est de l'aider. Un exemple pourrait dire, si j'ai un patient qui vient me voir et qui fume une cigarette régulièrement, alors je sais que c'est pas bon pour sa santé, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'occuper de lui quand même. Y a-t-il des liens à tracer entre consommation de stéroïdes et violence sur le terrain? Certains croient que oui. Lal Alzado, de son côté, en était convaincu. Déjà reconnu pour être un joueur violent sur la surface de jeu, Alzado avait étendu cette violence à l'extérieur du terrain et il imputait justement à sa consommation de stéroïdes cette nouvelle forme de violence. Le dopage est non seulement une violence faite aux athlètes, mais peut également générer de la violence. On dit qu'il y a à peu près 20 % des joueurs américains au football dans la NFL qui ont déjà eu des problèmes avec la justice, qui ont des dossiers, tu sais. C'est énorme! Il y a beaucoup de joueurs qui consomment beaucoup d'alcool ou de peu importe quelle drogue ou peu importe, puis ont des styles de vie qui d'avance sont à risque. Il y a eu plusieurs rapports dernièrement de joueurs de viol collectif, d'attaques, d'agressions sexuelles. C'est pas uniquement à mettre sur le compte des stéroïdes, mais lorsqu'on rajoute les stéroïdes, il y a une agressivité qui semble être décrite, une agressivité un petit peu paranoïaque qui semble être décrite. Les stéroïdes ne sont pas les seuls produits dopants dangereux pour la santé. Des stimulants comme l'éphédrine peuvent aussi avoir des conséquences désastreuses. Aux États-Unis, il est sorti un papier en 2000. Des médecins indépendants ont révisé des rapports qui avaient été soumis à la Food and Drug Administration. Ils ont conclu que 66 des accidents qui avaient été rapportés, et accidents, on s'entend bien qu'on parle de tachycardie, d'accidents cardiaques importants, qui ont mené dans certains cas à la mort, étaient dus certainement ou probablement à la prise d'éphédrine. En juillet 2000, Corey Stringer, un joueur de ligne offensive vedette de plus de 300 livres, s'écroulait en plein camp d'entraînement des Vikings du Minnesota. Il allait mourir le lendemain à l'âge de 27 ans. Finalement, l'enquête a conclu que Stringer était mort d'une consommation d'éphédrine, un produit amaigrissant. Les gars sont tellement obsédés par perdre leur poids parce que non seulement le coach leur dit là, écoute, tu perds du poids, mais aussi les gars, c'est rendu qu'ils ont des clauses dans leur contrat qui font en sorte que, bon, si tu arrives à 350 livres, tu as un bonus de 100 000 ou tu sais, tu as toutes sortes de clauses maintenant. Donc, les gars veulent essayer d'aller chercher leur bonus, veulent essayer de faire plaisir au coach. Les gars se tiennent pas à leur poids santé pendant la saison morte, puis là, ils arrivent en dedans de 2 semaines, ils espèrent tout perdre ça pendant le camp d'entraînement. C'est dommage parce que ça prend toujours des incidents comme Corey Stringer pour que on décide d'appliquer des règlements pour faire attention à ces problèmes-là. T'sais. Quand ça passait à la télévision, dans les journaux, qu'il est mort à la suite d'un arrêt cardiaque ou... Là, je me suis dit, wow, là, c'est dangereux, j'ai joué avec le feu, puis il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec le feu, sans savoir. N.C. Charles a lui-même été un grand consommateur d'éphédrine. J'ai commencé à prendre l'éphédrine quand j'étais avec les Alouettes. Là, je prenais ça à chaque match. Après chaque match, je me rendais compte que j'avais des douleurs au ventre. Je me demandais tout ce que ça venait. Là, j'ai fini par réaliser que c'était ça qui me donnait des douleurs au ventre. Puis en plus, à chaque match, j'arrivais pas à m'endormir. Je m'endormais à 6 heures du matin. Ça provoque de l'insomnie et évidemment de l'agressivité et de l'irritabilité. Bien, au lieu d'arrêter, j'ai pris une autre sorte qui me faisait pas mal au ventre. Mais ça vient... Quand tu es pris dans cet engrenage-là, c'est difficile d'en sortir. Pour tenter de contrer le dopage aux États-Unis, les joueurs de football sont testés régulièrement. Je me fais tester au moins 5-6 fois par année. Pour tous les genres de stéroïdes anabolisants. Et puis, c'est certain qu'il y a des genres de drogues qu'on peut prendre, que les joueurs peuvent prendre, qui ne seraient peut-être pas détectés par une méthode de dépistage. Mais la Ligue canadienne n'impose quant à elle aucun test antidopage à ses joueurs. Je serais en faveur d'avoir des tests seulement si les sanctions posées étaient bien contrôlées et s'il y avait des alternatives et surtout un service d'aide à ceux qui auraient testé positifs à ces tests-là.
C'est un outil, mais c'est pas le seul moyen. C'est l'éducation, c'est la prévention et c'est surtout un message cohérent. Donc, dans ce que j'appelle message cohérent, les standards qu'on fixe, les standards de performance, les standards de poids qu'on demande aux athlètes d'atteindre et qu'on les laisse à eux-mêmes, le message est bien conflictuel et il n'y a pas de surprise à ce moment-là que le dopage et les fameux anabolisants deviennent un moyen d'atteindre ces objectifs-là. Si vous aviez à risquer votre vie en prenant des médicaments ou des produits dopants, mais qui vous aideraient à vous rendre au but, est-ce que vous les prendriez, quitte à perdre 10 années de votre vie? Et malheureusement, les gens sont prêts à le faire pour vivre leur rêve. Le dopage fait partie d'une agression qui est faite chez les jeunes. On doit le voir comme ça. Puis il faut absolument qu'on change notre façon de voir ça comme étant mineur. C'est loin d'être mineur. Après la pause, les joueurs repoussent les limites encore plus loin. Cette semaine, au Mardi dangereux, à 20h, apprenez à vous défendre contre les arnaques de voyage à piège à touristes. Puis, à 21h, découvrez ce qui rend les intersections si dangereuses à Carrefour Mortel. Soyez au rendez-vous mardi soir dès 20h à Canal D. Dans mon monde, je peux aller n'importe où. Les départs des vols sont toujours l'après-midi. Tous les hôtels sont sur la plage. Toutes les voitures de location sont des décapotables. Dans mon monde, je suis une déesse. Planifier un voyage avec Expedia.ca, c'est la différence entre faire un voyage et faire votre voyage. Expedia.ca, vol, hôtel, autolocation, forfait, c'est un départ. Civic LXG avec roue en alliage et toit ouvrant à seulement 19 990 $. Pourquoi conduire autre chose? Ça nous fait plaisir. OK. Bon, ben, on vous attend à 7 heures. Alors, maman et mon père vont venir, puis François et les enfants. Ah, monsieur et madame Dession ont appelé, ils vont venir. On a dit qu'on faisait ça petit cette année, hein? Pas comme l'année passée. En parlant de petit, On a besoin d'un nouveau sapin. Un gros sapin. Je commence avec toi. Ah, regarde, celui-là. ça va être beau. Oui, je l'aime. J'ai déjà avec les lumières. Exactement ce que je veux, une machine expresso. Ça, c'est la nouvelle cafetière one-on-one de Mélita. Eh oui, elle fait un café ou un thé à votre goût en seulement 30 secondes. Hey! Ah, j'ai vraiment hâte au party de samedi. C'est juste une de plus. Une? C'est un refroidisseur à vin pour 6 bouteilles. Un petit peu plus de monde que prévu, mais c'est Noël. Les fêtes semblent un peu plus faciles quand on commence chez Canadian Tire. Pour une petite soirée, il y a pas mal d'invités. L'année prochaine, il va en avoir un de plus. Oui? Joyeux. Joyeux. Je commence avec toi. Le combat est à peine commencé que déjà ça brasse. On reconnaît le tempérament bouillon du gilet blanc qui l'a souvent amené à se retrouver dans l'eau chaude. En effet, pour l'emporter, il devra économiser son énergie et garder son sang-froid, sinon... Mieux consommer, c'est utiliser l'eau froide pour faire toute sa lessive, même la plus coriace. Eh ben, il s'est fait savonner le champion. Ouais, puis le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a l'air complètement lessivé. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site. Performance NC pour des vêtements, des pièces et accessoires de moto, motoneige et VTT de toutes marques. Des gens de partout se déplacent pour économiser. Depuis que j'achète ici, j'économise des centaines de dollars par hiver. J'aime ça être bien habillé en motoneige et c'est ici que j'ai trouvé les meilleurs prix. Ce casque à visière double pour motoneige et VTT, 99,95. Ce manteau 3/4 très chaud, imperméable, 139,95. Performance NC directement sur l'autoroute 20 à Drummondville. Les meilleurs prix au Québec. Point final. Votre quotidien vous ennuie? Regardez-le autrement et découvrez la vie secrète des objets de la vie de tous les jours. Saviez-vous que c'est grâce aux astronautes si les bébés ont de meilleures couches? Que pour nous éclairer, nous avons mis au point 30 000 sortes d'ampoules différentes? Qu'il faut près de 4 ans de recherche et 5 000 personnes pour mettre au point souliers de sport? Que vous dormez tous les soirs avec les millions d'acariens et que vous échangez 3 000 bactéries lors d'un baiser? Ça vous surprend? Imaginez la suite. Fallait y penser. Mercredi, 20h. Le football est un sport dur. Les athlètes qui le pratiquent sont prêts à tous les sacrifices pour s'offrir le plaisir de le jouer. Ils se surpassent et repoussent les limites constamment.
Il y a un phénomène de surhomme dans le sport professionnel. Les athlètes de football que je côtoie dans toute la Ligue canadienne de football sont considérés par tout le monde comme étant des surhommes. Parce qu'ils font quelque chose que pas beaucoup de monde qui serait capable de faire. En tant que joueur, tu es invincible jusqu'à preuve du contraire. Il ne faut pas être peureux, ça c'est sûr. Les peureux sur un terrain de football, ils ne restent pas là longtemps. Ce sont des gens aussi qui ont des seuils de douleur quand même très élevés. Tous les joueurs ont une certaine fierté à pouvoir jouer blessé. Tu sais, le montant qui est capable de... qui est tough, encore une fois. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour pouvoir retourner sur le terrain. Souvent, tu peux avoir juste un Charlie Horse ou un bleu, c'est pas une blessure, c'est une douleur. Tu as un spasme un petit peu dans le muscle, mais tu sais, c'est pas une blessure, c'est pas une cassure, c'est pas une déchirure ligamentaire, mais ça fait mal. Mais ça, souvent, là, c'est même... si on arrive à la conclusion que ça fait juste mal, on joue. Il faut que tu sois capable de vivre avec ça. Tu n'as pas le choix. Si tu veux performer, si tu veux jouer professionnel, tu ne peux pas te plaindre à chaque fois que tu as un petit bobo. Quand je me suis déchiré les ligaments à Hamilton, c'est arrivé au premier quart. J'ai continué à jouer jusqu'au troisième quart, puis j'ai pas dit un mot. Je savais que j'avais un problème de genou. Là, c'était rendu, j'avais le genou enflé. Je me suis dit, je ne peux plus jouer. Mais c'était la crainte de dire à l'entraîneur, je suis blessé, vous êtes obligé d'en mettre un autre, vous allez être mal pris. Si quelqu'un sort du match, on est rendu à 39. Si quelqu'un autre sort du match, on est rendu à 38. Là, il y a des gars qu'il faut qu'ils prennent les bouchées doubles pour toi. Fait que souvent, là, tu vas finir ton match blessé parce que tu sais que, mettons, ton partant à la défensive, mettons, Kevin Johnson, c'est ton remplaçant sur une unité spéciale. Puis si toi, tu te blesses, lui, il faut qu'il joue l'unité spéciale puis qu'il joue à la défensive aussi. Mais tu vas toffer. Tu vas toffer parce que tu le vois en train de mourir sur le sideline, il est essoufflé, puis tu te dis, Colin, tu sais, je vais toffer, là. Ça fait pas si mal que ça, puis je vais continuer. Puis est-ce que c'est être macho, ça, ou c'est être responsable et solidaire à ton monde? Moi, je pense que c'est plus être solidaire à ton monde, là. Il peut avoir, disons, des maux de dos. Il peut être un peu magané, là, hein, dans son dos. Mais c'est sûr qu'il va jouer pareil, c'est sa job. Il n'a pas le choix. Il peut pas dire, ben regarde, coach, tu peux-tu envoyer l'autre parce que j'ai mal à l'épaule, là. C'est sa job, là. Si un joueur arrête et dit, ah, je suis plus capable, je sens que je vais être malade ou peu importe, c'est certain que pendant 3 jours, il va en entendre parler de ses coéquipiers. Ah, NC est encore blessé. C'est des jokes, mais il y a une certaine vérité à l'intérieur de ces jokes-là. C'est quelque chose, probablement, qui est joué blessé, qui est très valorisé par les entraîneurs. On va entendre les entraîneurs dire « Ah, ça, j'aime ce joueur-là parce qu'il joue blessé, puis il est tough, il est capable de jouer avec telle blessure. » Au niveau de la pression, lorsqu'un joueur est blessé, on te demande directement puis indirectement de revenir au plus vite, là. Tu vas avoir des commentaires des coachs. Ils vont te demander pratiquement à chaque semaine, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? On a besoin de toi. Surtout les joueurs à gros salaire, les équipes veulent qu'ils soient sur le terrain. L'investissement, ils veulent qu'ils jouent parce qu'au prix qu'ils payent les joueurs, ils s'attendent à ce que le joueur joue. Donc, il y a beaucoup de pression là, pour revenir vite au jeu. Souvent, les trainers vont dire, regarde, fais attention, fais ça, mets de la glace, bon, étire-toi, continue, là, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est une philosophie, oui, il faut être capable de jouer avec des bobos, il faut être capable de jouer, il faut être endurci. C'est ça, c'est pas le choix. C'est ça, c'est encore dans la nature du sport. Théoriquement, si vous avez une tendinite, si vous avez un problème de dos, votre médecin va vous dire d'arrêter pendant un bout de temps. Mais un joueur qui fait partie d'une équipe, il n'arrête pas. Il a le droit d'arrêter s'il est un homme à la fin des finales. Puis d'ailleurs, c'est pas dans son intérêt aux jeunes. Il peut pas arrêter. S'il arrête, il manque le camp d'entraînement. S'il manque le camp d'entraînement, il sera pas repêché. Puis l'année prochaine, c'est trop tard. Puis si on voit un jeune comme un joueur qui est blessé, il va être écarté. Donc, il faut serrer les dents puis continuer. Je me suis déchiré les ligaments dans le pouce. Si m'opérait au moment où c'est arrivé, j'aurais manqué tout le reste de la saison. J'ai demandé à mon physio, est-ce que ça va peut s'aggraver? Il dit non, on va te taper, on va mettre un plâtre. C'est impossible de l'aggraver. J'ai joué 8 matchs avec ça cette année, puis on l'a opéré après. Je te dirais que ça, c'est quelque chose de très commun. Donc, souvent, les joueurs de football vont attendre à la fin de la saison pour se faire opérer à une épaule ou se faire opérer à une main, au lieu de mettre fin à leur saison pour une blessure, entre guillemets, mineure. J'ai joué des matchs avec des fractures dans un pied. Ça, c'était probablement ce que j'ai eu le plus douloureux. Il fallait vraiment me geler le pied avant chaque match. J'ai joué les 4 ou 5 derniers matchs de la saison, plus les séries, plus la Coupe Grey en 2001 quand on a joué à Calgary contre BC. Ça, c'était pas plaisant.
Oui, je vais jouer blessé, mais il y a une limite. Il y a une limite jusqu'à un point quand je pense que c'est dangereux, là, je ne jouerai pas. Les équipes n'aiment pas toujours ça. Si d'après eux, le médecin de l'équipe a décidé que tu es apte à jouer, ils s'attendent à ce que tu joues. Tu te sacrifies pour l'équipe, mais une fois que tu es sur le terrain, l'entraîneur, il oublie, lui, que tu es blessé. Tu es sur le terrain, il faut que tu performes. Puis si tu joues pas bien, tu reçois ta note après le ton. Parce qu'on reçoit un bulletin après chaque match. Ils prennent pas en considération ce que tu as fait pour l'équipe, que tu as joué avec des bobos, des choses comme ça. Donc, ça, je trouvais ça frustrant. Tu es considéré comme un numéro. Il y a toujours quelqu'un pour te remplacer. Si tu performes pas, il y a quelqu'un qui est là pour te pousser dans le dos. Puis le GM, le gérant général, il a toujours son téléphone prêt. Il y a sa liste de joueurs pour te remplacer. Je dis aux jeunes de ne pas jouer blessé. C'est important. Parce qu'on pense pas, quand on a toujours 30, 40 ans, 50 ans. Puis les fautes qu'on a commises jeunes en faisant du sport, on les paye à 30, 40 ans. J'ai été des saisons complètes à prendre des anti-inflammatoires. Tu reviens au jeu et tu n'es pas prêt. Tu te bourres d'anti-inflammatoires. Tu te bourres en termes de... je sais pas c'est quoi le mot d'analgésique. Des painkillers. Je me dis des fois, là, je ne sais pas qu'en 20-25 ans, là, ils vont nous sortir des études, là, sûrement, comme quoi là, ça avait des effets incroyables sur le corps. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas vrai, là, mais des fois, je trouve ça inquiétant un petit peu. À long terme, on paye pour un dos qui n'est pas soigné comme il faut, pour des blessures dont on masque la douleur, l'inflammation, qu'on continue à blesser et surentraîner. Évidemment qu'il y a des effets secondaires là-dessus. Malgré les problèmes de santé qu'il provoque et la réduction de l'espérance de vie qui en découle, le football n'en demeure pas moins un sport exaltant. Un sport qui suscite chez ceux qui le pratiquent des sentiments partagés. Des regrets pour certains, mais une passion sans limite pour d'autres. Quand j'allais sur le terrain de football, j'étais bien. Ça, c'était le lieu que je me sentais le mieux. C'était sur le terrain de football. J'avais recommencé, là, ça serait un an, puis j'hésiterais même pas. Tu sais, j'aurais choisi un sport peut-être plus facile. Oh non. Moi, j'ai aucun regret. Parce que je deal avec la douleur, tu comprends-tu? Les années que j'ai faites dans le football, ça va venir m'affecter, mais je le regrette pas, là. C'est un feeling incroyable d'avoir le ballon dans les mains puis de le transporter le plus loin possible puis de te battre pour une demi-verge de plus. C'est un feeling que tu peux pas expliquer à moins de l'avoir vécu. Des fois, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on joue au football? Moi, j'ai un fils là, qui pèse 260 livres, puis il est un petit peu plus grand que moi, tu sais. Puis il voulait jouer au football. J'ai dit non, fais d'autres choses. J'ai dit, pas le football, tu sais. Pourquoi? Parce que plus tard, tu vas t'en ressentir, puis tu vas peut-être le regretter. Mon fils, il a 3 ans, il vient d'avoir 3 ans. C'est un garçon qui est un petit sportif. Hein? C'est un petit tough. Quand il se fait mal, il se lève tout de suite. Il a mal, puis il se frotte, puis il dit OK, puis il continue de jouer. Là. Fait que je vois en lui un petit garçon qui a beaucoup de potentiel pour aller dans le domaine du football. T'aimerais ça jouer au football quand tu vas être plus vieux? Oui. T'es sûr? Pourquoi pas le golf? Il y a vraiment des fortes chances que le prochain épelle qu'on va voir sur le terrain, ça va être son fils. Là, Ça serait difficile de donner un conseil à Bruno parce qu'il sait où il s'en va. C'est sa vie, tu sais. C'est sa carrière. Puis, mais Bruno, d'après moi, sa carrière va durer encore 2-3 ans au maximum, tu sais. Peut-être que ce serait le temps idéal pour lui de se retirer avant d'avoir des blessures trop sérieuses. Moi, je choisirais de vivre moins longtemps et heureux, à faire ce que je veux, plutôt que de faire une longue vie plate, à faire ce que je veux pas, puis à m'empêcher de faire des choses que j'aime.